Donc vous devez certainement vous poser la question, mais de quoi va-t-il nous parler encore aujourd'hui? Alors d'un côté, nous avons le concept de spiritualité, enfin le mot spiritualité, dont l'origine latine est le mot spiritus, qui veut dire souffle, esprit, inspiration divine. C'est le génie humain. Le vent souffle, je ne sais d'où il vient, je ne sais où il va. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Selon le Larousse, le mot spiritualité est la qualité de ce qui est esprit, dénué de toute matérialité. De l'autre côté, nous avons le concept d'entreprise. Donc une entreprise est une activité à but lucratif. Donc le but est la réalisation de profits. Une entreprise produit des biens, des services à des fins de consommation. Son objectif est la réalisation de bénéfices et la satisfaction des besoins du marché. Donc dit ainsi, les deux concepts semblent complètement antinomiques, voire contradictoires. D'un côté, on a le monde très éthéré, aérien, détaché de toute matérialité, de la spiritualité, et de l'autre, le monde très ancré, très cartésien, très concret, très matériel du monde des affaires. Les deux univers semblent irréconciliables et semblent séparés par un mur bien étanche. Chez K-Expertise, nous pensons que l'un ne va pas sans l'autre. Rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui lui appartient. Ce sont les deux faces de la même pièce. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne K-Expertise, compagnie de conseil en management et développement de solutions numériques, spécialisée dans le conseil en intégration de technologies de l'information et de spiritualité en entreprise. Ici, nous parlons de business, de spiritualité et de technologie de l'information parce que nous restons convaincus que le monde de demain dépend en grande partie de la qualité de l'intégration de ces trois composantes. Si tous ces sujets font sens pour vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, liker notre chaîne, nous mettre des commentaires et aller visiter nos autres canaux de communication, dont notre site web kexpertise.com. Donc, avant d'aller plus avant sur l'ensemble de ces sujets, je vais d'abord raconter mon histoire personnelle. Car l'entrepreneuriat, comme la spiritualité, c'est d'abord une affaire personnelle, voire intime. Cela vous aidera à mieux comprendre qui je suis et voir là où je souhaite aller avec tous ces sujets. Comment ai-je rencontré la spiritualité dans ma vie? Donc moi, c'est Stéphane Galli, donc je suis né en 1975 à La Tronche. C'est une petite ville dans la région de Grenoble, d'un père camerounais et d'une mère française. Après, on a vécu jusqu'à l'âge de mes 6 ans à peu près, donc en région parisienne, Clos Saint-Lazare, le Moulin-Neuf, des affaires comme ça. Avec donc mes 3 sœurs, une grande sœur et 2 petites sœurs, qui sont venues après. Et mon père a eu une opportunité d'affaires et donc est parti travailler à la BAD, la Banque africaine de développement, donc en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc toute la petite famille, on s'est retrouvés donc à partir en Côte d'Ivoire, début des années 80. Donc j'ai vécu à peu près une dizaine d'années en Côte d'Ivoire. Et c'est en Côte d'Ivoire que je vais rencontrer ma première étape, en fait, vous allez voir, c'est un cheminement, je crois, en 7 étapes. 7 étapes qui m'amènent jusqu'à vraiment une expérience spirituelle ultime et importante et déterminante, je dirais, pour mon existence. Donc, quand j'étais plus jeune, en Côte d'Ivoire, il y a un rêve d'abord, ce que j'appelais donc la partie le rêve. Il y a un rêve récurrent que je faisais. Donc, dans ce rêve, aussi, il faut comprendre que la compréhension de ces étapes, elle s'est faite rétrospectivement. En cours, il n'y a pas toute cette compréhension-là. C'est après coup qu'on réfléchit puis qu'on retrace en fait l'histoire. Parce que comme disait Hegel, la raison est comme la chouette de Minerve. Elle n'arrive qu'à la fin de la journée. Ça veut dire que la rationalisation de son histoire, la compréhension de son histoire, on l'a qu'après l'action, en fait. On est dans un monde qui se croit très 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 rationnel, mais en fait l'essentiel des actions sont posées avant qu'on ait une compréhension complète des raisons pour lesquelles on a posé l'action. Donc c'est des affaires qui arrivent après.
Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'après coup, j'ai pu rationaliser et raconter mon histoire. Donc, je faisais un rêve, en fait, où j'étais tout petit. En fait, dans ce rêve, j'étais comme une espèce, la taille d'une épingle à cheveux, tout petit, sur un noyer, tout petit comme ça. Donc, longtemps après, je comprendrais qu'il y avait déjà une interrogation sur la conscience que j'avais de moi-même, et qu'en fait, ce qu'on appelle l'ego, qui paraît être gigantesque, est en fait minuscule et fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Mais c'est bien après que je vais comprendre ces affaires. Donc je faisais ce rêve récurrent, ça c'est la première étape. La deuxième étape, là c'était aux alentours, j'étais en cinquième. Là c'est un petit événement anodin mais qui m'a quand même beaucoup marqué. C'est un soir, c'était le dernier cours, on finissait nous à 17h30 les cours. Le dernier cours c'était le cours de musique. Et je me rappelais que la prof de musique nous avait joué, donc les dernières minutes là, le canon à 4 voix ou 3 voix, 4 voix de Johann Pachelbel, un chef-d'œuvre musical, et j'avais été médusé en fait en entendant cette musique là, mais vraiment transporté. Des années après, là je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des vidéos qui circulent sur TikTok ou des affaires comme ça qui expliquent que il y a une fréquence en fait, un niveau de fréquence qui crée vraiment les conditions optimales, c'est vraiment une fréquence qui élève en fait notre niveau de conscience spirituelle, et c'est 254 ou 244 ou je sais pas, quelque chose comme ça, et que les canons à 3 voix de Johann Pachelbel sont sur cette fréquence-là. Donc ça m'avait touché très particulièrement. Ça, c'est le deuxième événement. Donc le troisième événement, donc entre-temps, donc, on rentre de la Côte d'Ivoire, mes parents se séparent, mon père ne veut plus vivre en France, il veut vivre en Afrique, donc mes parents se séparent, et puis on arrivait vers la fin des années 80, la Côte d'Ivoire, une certaine instabilité commençait à arriver, et l'année où on rentre, il y avait l'année blanche, ça veut dire qu'on ne pouvait plus aller en cours, on commençait à avoir certains mouvements sociaux, et puis le vieux, comme on l'appelait, donc Félix Houphouët-Boigny, était très âgé, et puis je crois qu'il va mourir 2-3 ans après, donc on arrivait à une grosse transition, c'était le premier président de la Côte d'Ivoire après l'indépendance, donc on rentrait dans un gros changement, qui va avoir d'ailleurs pendant on va dire une vingtaine d'années, des troubles assez importants en Côte d'Ivoire, qui a fait sa révolution, pour revenir à la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui. Donc nous on rentre. Donc le troisième événement se présente, là je suis en classe de terminale. L'objectif était assez simple, donc j'étais au lycée d'Anguin, dans le 95, Anguin-les-Bains, et mon objectif c'était de faire l'X, donc faire Polytechnique. Donc pour faire Polytechnique, il fallait que j'intègre une grande prépa parisienne, Louis-le-Grand, Henri IV, Janson de Sailly, Chaptal, enfin des affaires comme ça, pour pouvoir espérer donc poursuivre mon rêve d'intégrer Polytechnique. Il faut savoir que c'est un rêve très sociétal, on va dire, très socio-normé, je dirais. On est carrément dans une dynamique, c'est normal, il faut faire Polytechnique. Moi j'ai mon père qui était ingénieur. Il fallait faire Polytechnique, c'est ça, là. C'est vraiment socialement, c'est pas une vraie passion, etc. Donc en terminale, pour pouvoir intégrer l'une de ces grandes prépas, il fallait que je sois l'un des meilleurs du lycée d'Anguin. Et donc je m'attelle à la tâche pour être l'un des meilleurs du lycée d'Anguin. Donc il faut être fort dans toutes les matières, il faut être le meilleur, etc. Je bosse, puis je vais m'apprendre, donc c'est correct, c'était bon. Et un cours de philo, donc ça c'est le troisième événement, un cours de philo, je me rappelle, donc la prof vient, et puis elle avait photocopié en fait donc l'allégorie de la caverne du livre 6 de la République de Platon. Elle avait imprimé, puis elle nous a distribué le texte à tout le monde. Puis elle a commencé à le lire à haute voix. Puis nous, on lisait en même temps, en suivant, en lisant. Donc ce texte, qu'est-ce qu'il dit? L'allégorie de la caverne de Platon, il dit, imaginez qu'il y ait des êtres humains, donc des êtres humains qui vivent dans une grotte, une caverne, sous terre. Ok? Ils vivent là, ils naissent là, meurent là, dans cette caverne sous terre. Ces êtres humains-là, en fait, naissent,
ils sont au fond de cette caverne, enchaînés les uns aux autres, ils ont des chaînes, puis ils ont des chaînes autour du cou de manière à ce qu'ils ne puissent pas se retourner et voir ce qu'il y a derrière eux. De la même manière que moi je regarde la lumière, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont toute leur vie durant leur regard tourné vers le fond de la caverne. Et sur le fond de la caverne, ils voient des ombres. Là, il y a des ombres qui bougent là sur le fond de la caverne. Il y a des ombres qui s'agitent là comme ça. Premier temps, donc, de l'allégorie de la caverne de Platon. Bon. Ces gens-là qui vivent là, qui naissent là de génération en génération, ils créent des mythes, une science liée aux ombres. Ils croient en ce qu'ils voient, il y a des mythes, il y a tout un tas d'histoires, toute une story pour t'expliquer les ombres, etc. Bon. Et qui se transmettent de génération en génération. Donc, deuxième temps, Platon dit, imaginez que l'on détache l'un des êtres humains enchaînés donc dans la caverne. Donc on le détache. Donc là, tout d'un coup, il peut se retourner. Okay. Et là, quand il se retourne, il découvre qu'en fait, les ombres qu'il voit donc sur le fond de la caverne sont liées, en fait, il y a un petit muret sur lequel il y a une bougie, une lanterne, et il y a quelqu'un qui agite des marionnettes devant cette espèce de lanterne, et ce qui crée les ombres sur le fond de la caverne. Elle est choquée, mais c'est pas du tout ce qu'on lui a raconté depuis le début, on lui a raconté autre chose. Ils avaient toute une mythologie sur les ombres, là, du coup, c'est pas ça du tout, c'est une autre story. Alors Platon pousse plus loin, il dit, imaginez qu'on pousse cet homme à sortir de la caverne. Il dit, vous imaginez la résistance, ça va être horrible. Résister, là, c'est un bouleversement, c'est tout ce que tu as cru qui était n'a aucun rapport. Donc il dit, il va falloir quand même le pousser, là. Il va souffrir. Plus il monte, d'abord, l'oxygène est moins rare, c'est plus rare, il a l'habitude à un certain niveau d'oxygène. Ensuite, plus il monte vers la sortie, la luminosité change. C'est plus la petite luminosité qui venait donc de la bougie, c'est autre chose dont il fait l'expérience. Donc on le pousse, il souffre, il a mal aux yeux, les poumons qui commencent à prendre plus d'oxygène qu'il a l'habitude d'en prendre. Et là, il arrive à la surface. Et là, il voit l'extérieur. Le soleil. Ce que Platon appelle le soleil de la vérité. Le vrai soleil. Une lumière qui l'aveugle. Il voit la forêt, les oiseaux, les cours d'eau, les rivières. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Rupture totale sur ce qu'il pensait être le réel. Ça n'a aucun rapport. Donc là, il est bouleversé. Okay, magnifique. Ça, c'était le troisième temps. Quatrième temps, Platon dit, imaginez qu'on fasse redescendre cette personne dans la caverne. Ça n'a jamais été très clair la raison pour laquelle il redescendrait. Mais il me dit, imaginez qu'on le fasse redescendre. Et qu'on le rattache avec ses anciens, ses co-détenus en fait. Il dit, vous pouvez imaginer, Platon, que lorsqu'il va dire ce qu'il a vu, ils ne vont pas le croire. On va dire, qu'est-ce que tu racontes là? Il va jeter par la fenêtre, il dit n'importe quoi. Et il pourrait même lui en coûter sa vie. Fin de l'histoire. Choc quand j'ai entendu cette histoire. Donc là, c'est le troisième moment. Plus fort encore. Donc le premier, le rêve, t'as un truc, le rêve, je dirais que c'est comme un bug. Tu commences à avoir un bug dans le système, mais tu ne sais pas qu'il y a un bug. Le deuxième, il y a quelque chose qui touche, qui va au-delà de ce que tu connais, mais il y a quelque chose qui touche. Là, le troisième, ça touche encore plus profondément. Et quelque chose s'ouvre en moi, à l'intérieur de moi. Jusqu'ici, complètement cérébral. Bon, l'intérieur, ça va pas plus loin que les émotions. Enfin, ce que j'appelle une vie normale avec les émotions. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui s'ouvre. C'est le troisième moment.